Nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance pour la rentrée de notre JT Vu d'ailleurs, l'émission qui se veut bien plus large que l'approche financière stricto sensu, qui est le fer de lance de TV Finance. Et aujourd'hui, eh bien écoutez, on va parler montée du salafisme en France, la menace qu'il constitue pour les institutions françaises et le peuple français, et éventuellement aborder ça sous l'angle de l'éventuelle défaillance de l'État. Eh bien tout ça pour répondre à ces questions, je suis en plateau avec Monsieur Pierre Conesa. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pierre, vous êtes agrégé d'histoire, ancien haut fonctionnaire et essayiste. Votre dernier livre, État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme, aux éditions de l'Aube, fait douloureusement écho à la situation en France. Je fais évidemment référence à l'assassinat de Dominique Bernard il y a 15 jours. À la lecture de votre livre, Pierre, on comprend que la question de l'islam radical et du rôle, voire de la responsabilité de l'État est bien loin d'être réglée dans notre pays. J'en veux pour preuve les dernières déclarations, les dernières précisions de Gérald Darmanin qui dit ne pas s'asseoir sur les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Avant de rentrer, Pierre, avec vous dans le vif de ce sujet, est-ce que l'on peut supposer que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, empêche l'expulsion des étrangers qui menacent gravement l'ordre public? Et par ailleurs, et auquel cas, faut-il réviser la Constitution pour ôter la primauté de la jurisprudence de la CEDH sur la loi française? D'abord, je suis très frappé du fait que le taux d'exécution des OQTF, vous savez, des obligations de quitter le territoire, sont beaucoup plus élevés dans les autres pays européens qu'il ne l'est en France. Donc il faut se poser une question qui n'est pas obligatoirement une question de droit, mais qui est aussi une question de pratique sociale. Je prends le cas de la famille Mogouchkov, vous savez, la famille de l'assassin de Dominique Bernard, devait être expulsée. Elle devait être expulsée, le père l'avait déjà été, la famille devait être expulsée, et puis il y a eu une montée d'action de la campagne d'opinion dans laquelle on retrouve Amnesty, la FIDH, etc., etc., pour empêcher cette expulsion. Et de fait, le gouvernement français a reculé. Alors là, vous pouvez vous dire que c'est une question de droit, ou vous pouvez aussi vous dire que c'est une question de sensibilité du gouvernement à ces campagnes d'opinion. Moi, ce que je constate, c'est qu'après l'assassinat de Dominique Bernard, aucune de ces associations ne s'est excusée. Aucune. Aucune, pas une? Non, pas une. Il y a eu un cas antérieur qui était intéressant, qui était un cas qui s'appelait Oussama Atta, qui était un Français parti en Syrie. Après l'écroulement de Daesh, il est fait prisonnier par les Kurdes. Et commence à ce moment-là une campagne d'opinion, là aussi avec beaucoup d'ONG, et puis la famille, expliquant que ce type est malade, qu'il n'est pas soigné, qu'il va mourir. Le gouvernement français, finalement, sous la pression de ces ONG, finit par le rapatrier. Dès qu'il est en France, il disparaît. On le retrouve en Tunisie en train de faire du trafic d'armes, et finalement, il va être emporté à notre affection par un drone américain. Pareil, il n'y a que Amnesty qui s'est excusé en disant « mais nous ne demandions qu'une seule chose, c'est qu'il soit soigné ». Pas qu'il soit rapatrié. Donc vous voyez, on est dans une mécanique dans laquelle l'argumentaire juridique en disant c'est la CEDH qui s'y oppose n'est pas vrai. Il n'est que partiellement vrai. Maintenant, la question que vous posez est parfaitement légitime. C'est-à-dire, est-ce que finalement on peut accepter qu'une jurisprudence européenne, extra-nationale, si vous voulez, s'impose? Bon. Le CEDH, vous savez, moi j'ai été juge pendant 5 ans. Quand vous avez des juristes qui ne raisonnent qu'en droit et pas en fait, vous pouvez très bien avoir des pratiques, si vous voulez, qui vous énoncent des principes inapplicables. Mais ils sont plus respectueux du droit que de la réalité. Et c'est le problème de la CEDH aujourd'hui, en fait, en gros, globalement. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte la menace salafiste dont vous parlez dans votre Absolument, puisque, prenons un cas, encore une fois, parce que c'est ça qui est le plus pratique. Quand il y avait les années sombres en Algérie, les groupes islamiques armés, vous vous souvenez, c'était les groupes les plus radicaux, c'était ceux qui massacraient des villages, etc. GIA. Bon. Un membre des GIA demande l'asile politique en France. Il est accepté. Alors attendez, vous dites, je ne comprends pas bien là. Vous croyez qu'on va l'expulser vers l'Algérie, que l'Algérie va l'accepter? L'Algérie va nous garantir qu'il sera bien traité. Je veux dire, on aboutit à des situations totalement absurdes. Alors justement, c'est ce que vous parlez. Alors justement, est-ce qu'il faut, dans ces cas-là, revenir sur ce principe, ce sacro-saint principe de la prévention, la politique de prévention politique au détriment d'une politique de prévention criminelle? Moi, j'ai tendance à penser, si vous voulez, qu'on était dans une conception juridique qui était celle de l'asile, enfin l'Occident terre d'asile pour les persécutés de la planète, mais quand on était dans des opposants politiques qui étaient des démocrates, je trouvais tout à fait normal que l'accueil soit le plus large possible, la prise en charge, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus du tout dans cette situation-là aujourd'hui. Regardez le cas des 2 assassinats de professeurs. Vous avez un assassin tchétchène et un assassin ingouche. On ne peut pas dire que la France, si vous voulez, soit un acteur important de la crise en Tchétchénie ou en Ingouchie. Or, on les a
accepté simplement parce qu'ils expliquaient que la Russie, etc. etc. Bon. J'en ai parlé avec des gens de la Cour nationale du droit d'asile, ils me disent, mais si la famille Anzorov a été refusée, c'est parce qu'ils racontent tous la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des ONG qui préparent les gens à des auditions. Mais quand l'investigation commence à rentrer dans des questions précises, d'où est-ce que vous venez, quelles ont été les actions, etc., ils sont complètement paumés. Donc en fait, la CNDA a été obligée de refuser, enfin logiquement, mais simplement après, il n'y a pas d'expulsion. Et donc on se retrouve avec cette famille Anzorov. Je rappelle que quand même le garçon arrive ici à 2 ans. À 2 ans. Donc il est de culture française, il est totalement acculturé. Sorti de l'école républicaine. Donc c'est dans sa famille qu'il s'est radicalisé. Donc est-ce qu'on peut encore continuer à prendre le risque de réfugiés qui sont dans cet état d'apesanteur en France sans qu'on procède ensuite à l'expulsion? Qu'est-ce qui s'est passé après l'assassinat? Le père a félicité le fils pour avoir décapité Samuel Paty, puis toute la famille est rentrée en Tchétchénie. Vous voulez que je recommence doucement ou c'est pas la peine? Non, mais effectivement, c'est affreux. C'est affreux. Après, est-ce que ce sont des cas isolés? Justement, je rebondis sur cette question de la politique, qu'est-ce qu'il faut privilégier, la politique de prévention ou celle criminelle? C'est une question qu'elle mérite de se poser. Mais sur ces exemples dont vous nous parlez, et vous le dites vous-même, la France n'a rien à voir avec ce qui se passe en Tchétchénie. Pourquoi est-ce que la France est le seul pays européen sous la menace du terrorisme originaire de Tchétchénie? Oh non, il faut reprendre les Tchétchènes comme une totalité. Les Tchétchènes sont le 2e groupe chez Daesh. Bon, donc on savait que la Tchétchénie était un vivier, si vous voulez, de radicaux. Donc vous mettez dans la position d'un juge de la CNDA, vous dites, attendez, un Tchétchène, on devrait commencer à s'en méfier, il ne faut pas le prendre comme victime, il faut le prendre au contraire comme le membre d'une communauté qui n'est probablement pas formée aux questions républicaines. Donc si vous voulez, si on ne prend pas la chose dans cette totalité, on ne se rend pas compte que finalement, on ne peut pas prendre toutes les gens comme des victimes. Je vous ai cité l'exemple des GIA et pareil pour les Tchétchènes. Encore une fois, parce que, si vous voulez, il y a une pression qui est à la fois une pression des ONG, une lâcheté politique. Je vous ai pris l'exemple de la famille Mogouchov qui devait être expulsée, qui ne l'a pas été contre sa campagne. Et puis évidemment, une espèce d'irresponsabilité morale des ONG qui disent oui, mais nous, de toute façon, on défend des principes. Certes, mais enfin, quand ces principes se heurtent à la réalité, il y a des moments où il faut les revalider. Et cette réalité, c'est laquelle, selon vous, Pierre Cogniat? Alors moi, la réalité que j'ai voulu expliquer dans ce livre, c'est que, en fait, j'ai pris comme un continuum tous les actes de contestation des règles républicaines jusqu'à l'acte terroriste. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas un acte terroriste qu'il faut prendre comme une espèce d'exception, il faut le prendre comme l'aboutissement de quelque chose qui est un marquage. Juste, alors vous dites continuum, mais de quand à quand exactement? Votre étude porte sur quelle unité de temps? C'est pas une question de temps, c'est une question de modalité. C'est-à-dire quand vous commencez à avoir des enfants en bas âge, à l'école primaire, qui commencent à contester l'enseignement, que ça va ensuite jusqu'à des postures de salles de sport réservées aux musulmans, etc., etc. D'abord, première remarque, j'insiste là-dessus, la France est le pays qui a accueilli la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté musulmane des pays de l'Union européenne. Or, nous n'avons des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. Et donc, ce n'est pas le modèle républicain qui est en crise, c'est une posture séparatiste qui est l'expression d'une partie de la communauté musulmane. Cette posture séparatiste se manifeste dans tous les domaines. Et ce qui est le plus sensible, si vous voulez, c'est la posture des gosses, parce que ça veut dire que c'est les parents qui les ont motivés pour adopter ces positions. Et puis ensuite, vous avez la multiplicité des structures dans lesquelles la contestation va s'exprimer jusqu'à l'acte suprême, si vous voulez, qui va être le passage à l'acte violent. Et donc, voyez, le nombre d'actes, justement, anti-républicains a augmenté. Ça, c'est très difficile, parce qu'il faudrait, si vous voulez, tout à la fois faire les recensements faits par l'éducation nationale, et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Rappelez-vous quand même que pendant longtemps, les profs ne signalaient pas. Or, on savait qu'il y avait un phénomène qui gérait, ça remonte au rapport Aubin. Déjà en 2002, il disait qu'il y a une posture dans l'école qui est inquiétante. Mais on s'était vite assis dessus, parce que le rapport Aubin, si vous voulez, on disait oui, mais enfin, est-ce si grave? C'est pour ça que j'ai mis sous-titre. Okay. Et puis il y avait cette thématique, vous savez, ne pas stigmatiser, ne pas diaboliser, enfin bon, qui était en gros circuler, on s'en occupe. Non, on ne s'en est pas occupé. Et donc la chose s'est considérablement développée, multipliée dans des domaines divers, si vous voulez. Et on voit bien qu'au bout du compte, vous avez une espèce de contre-culture dans certains quartiers, dans lesquels, effectivement, les femmes sont obligées de se voiler. Dans la France républicaine, on peut toujours dire oui, mais est-ce qu'on va accepter? On est sur des situations, si vous voulez, qu'on a laissé s'installer par lâcheté politique et puis par une espèce de désarroi de la gauche. Rappelez-vous que Mélenchon pensait que le nombre d'ouvriers diminuant, il y avait une réserve de voix dans le vote musulman.
Est-ce que, Pierre, tout ce dont vous parlez et qui semble sauter aux yeux à l'heure actuelle, ça a été un long mouvement, ça s'est fait sur plusieurs années. Est-ce que l'on peut le mettre en rapport avec la fin des renseignements généraux, des renseignements généraux et cette police de proximité, en gros, globalement? Je ne sais pas, c'est très difficile. Il faudrait en parler avec les gens de la DGSI, puisque la DGSI était quand même une montée en puissance du renseignement intérieur. Maintenant, évidemment, dans la montée en puissance, on a confié à la DGSI des tas de missions, si vous voulez, qui n'étaient pas seulement que la lutte contre le séparatisme. On avait le problème de l'espionnage industriel, des choses comme ça. Donc tout ça relevé de la DGSI. Et la DGSI a fait son travail. Maintenant, il reste à savoir si une alerte est prise en compte sérieusement par le pouvoir politique. La transformation fondamentale du rapport politique, après la disparition de l'URSS, c'est qu'on n'a pas à s'occuper d'une crise internationale parce qu'il y a risque d'instrumentalisation par l'autre. On se dit, est-ce que je gagne les municipales ? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'homme politique, aujourd'hui, il est un échéancier qui est strictement électoral. Pour toutes les problématiques, de toute façon. Là, oui, ça n'est malheureusement pas que pour ça. Exactement. Mais c'est pour dire combien l'horizon, si vous voulez, politique se raccourcit, et que finalement, face à quelque chose qui est une espèce de lenteur de pénétration avec une montée en puissance, aucun ne s'est senti totalement responsable du sujet. Ok, le conflit au Proche-Orient, le conflit entre le Hamas et Israël, est-ce que ça va faire accentuer justement cette menace, la montée de cette menace salafiste en France selon vous? Bon, d'abord, moi j'ai considéré qu'il y avait un phénomène proprement intérieur. Encore une fois, tout ce qu'on a dit sur les postures des hommes politiques, cette présence, si vous voulez, qui s'est diffusée un peu partout et ces pratiques contestatrices de l'ordre républicain. Donc j'ai tendance à déconnecter les deux. En considérant qu'on a suffisamment de problèmes. L'extérieur et l'intérieur. Oui, l'extérieur et l'intérieur. Deuxième remarque sur la crise au Proche-Orient, mon analyse est qu'il y a deux radicalismes face à face. C'est-à-dire il y a effectivement le Hamas et puis il y a Netanyahou. L'extrême droite israélienne. Oui, Netanyahou est soutenu par les radicaux juifs. Bon, alors j'ai écrit un bouquin sur les radicalismes religieux parce que j'ai sous-titré Désislamiser le débat, parce que justement on s'aperçoit que vous avez des juifs radicaux, des musulmans radicaux, des néo-évangéliques radicaux, des bouddhistes radicaux et des hindouistes radicaux. Donc vous voyez bien qu'au-delà du retour du politique, vous avez une poussée des radicalismes. Bon. Et donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'islamisme, parce que regardez le cas en Israël, aujourd'hui vous avez des radicaux juifs qui créent des colonies sauvages en Cisjordanie, que pour les protéger, l'armée israélienne s'est donné un droit de police, et que pour passer dans ils se sont réservés des routes, et si vous regardez la carte qu'a fait le monde diplomatique, on s'aperçoit que c'est devenu un archipel, donc c'est devenu ingouvernable. Donc on a bien deux radicalismes face à face, et si on ne l'expose pas comme ça, on donne le sentiment que c'est l'horreur du massacre pratiqué par le Hamas qui est le fil conducteur. Moi, je suis né en Algérie. Quand ont commencé les premiers attentats du FLN, tout le monde a eu la même réaction que ce que vous constatez aujourd'hui en France. Simplement, vous apercevez qu'au bout du compte, le terrorisme est un moyen d'action. C'est pas un objectif, c'est pas un ennemi. Et donc, si on ne prend pas en compte la dimension qui a motivé ce passage à l'acte violent, encore une fois, on recommencera le jeu. On va recommencer à faire du bombardement, du massacre, etc. Mais ça reste très localisé finalement. Ça reste sur ce conflit au Proche-Orient. Est-ce qu'il y a un risque d'importation de ce conflit, puisque la menace est également intérieure, endogène? Est-ce que ça va pousser le salafisme, ça va provoquer, ça va accélérer le séparatisme en France? Moi, la première manifestation que je constate, c'est d'abord la rue arabe. C'est-à-dire que, notamment dans les pays du Golfe, qui étaient en train de normaliser avec Israël, tout à coup, vous avez une espèce de poussée, des accords d'Abraham, etc. Et donc, vous avez une poussée de la rue qui fait qu'aujourd'hui, plus aucun des États du Golfe, qui, rappelez-vous, n'ont pas de légitimité politique autre que l'argent, le pétrole, si vous voulez, se trouve face à l'expression d'une volonté politique qui est ne laissons pas massacrer les Palestiniens. Comme je fais confiance à Netanyahou pour faire beaucoup plus de morts qu'on en ont fait les attentats. Il y a des chars israéliens qui sont entrés en Cisjordanie. Ah non, ça risque de menacer les soldats israéliens. Non, ça va être du bombardement aérien. Bombardement aérien, on doit être à peu près à 5000 morts déjà. Encore une fois, le bombardement aérien, c'est ce qu'il y a de plus facile, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de menace au sol. Vous savez, quand les Américains ont commencé leur campagne en Irak, comme ils ont la supériorité absolue, ils ont fait des campagnes de bombardement qui ont rasé les ponts, les routes, les centrales électriques, etc. Détruit évidemment les centres de commandement, les casernes. Et puis ensuite, les troupes ont débarqué. Et puis, je me souviens d'une interview dans un journal américain où un type disait à un Irakien, maintenant vous êtes content, vous avez la démocratie. Et l'autre disait, oui, mais vous savez, à l'époque de Saddam Hussein, on avait l'eau, l'électricité, la sécurité.
voyez ce que je veux dire? Le décalage entre le moyen militaire et l'objectif politique a été constant. Mais ça, on le sait, ça, effectivement, c'est l'échec de l'armée américaine, l'échec de l'expansion américaine tout Mais au long du XXe siècle. C'est vrai aussi de toutes les interventions que nous avons menées depuis 90. Et donc l'intervention israélienne dans la bande de Gaza est inutile, en fait. En réalité, ça va faire que monter le sentiment anti-israélien chez les Palestiniens, et potentiellement, pour en revenir à cette problématique franco-française, malheureusement, mais ça va pouvoir peut-être donner des arguments à un terroriste caché qui pourrait justifier son acte par justement Israël et l'Occident qui s'attaquent au monde musulman. De toute façon, on a vu la multiplication des tags antisémites, des pratiques antisémites, etc. Donc il y a effectivement un réservoir de bêtises qui est suffisamment répandu, si vous voulez, sur le territoire français, qui fait que l'acte de bravoure, ça va être de faire un tag sur une synagogue. Donc on est face à une espèce de bêtise qui, encore une fois, risque de fournir des individus qui croiront nécessaire d'assassiner un juif quel qu'il soit. Bon. Donc là, effectivement, le gouvernement français doit être extrêmement ferme. Et en particulier, je reviens à quelque chose dont on parlait au début, c'est-à-dire il faut vider le stock des radicalisés S. Mais donc il faut les expulser des territoires avant même qu'ils aient commis un acte irréversible. Oui, moi je le pense, parce que regardez, à chaque fois qu'il y a une investigation à propos d'un acte violent, on s'aperçoit qu'il y avait tout un terreau, qu'il y avait tout un réseau, qu'il y avait ceux qui avaient familiarisé, il y avait ceux qui avaient sensibilisé, etc. Mais ça veut dire que la complicité d'un acte violent, il faut qu'elle soit conçue comme un acte pénal, si vous voulez, que ce ne soit pas une espèce de police de gentillesse en disant non, mais après, à chaque fois on avait de quoi largement ratisser, si vous voulez, et encore une fois expulser. Si la famille Anzorov est capable de rentrer en Tchétchénie, vous ne croyez pas que ça pose la question de tous les Tchétchènes sur le territoire français? Ça veut dire que la situation en Tchétchénie n'est finalement pas si grave que ça. Bon voilà, donc moi j'ai tendance à penser qu'on peut le faire, qu'il faut passer outre et que c'est de l'autorité politique que de le décider et d'appliquer les mesures qui sont applicables. Ce qui a déjà commencé à être fait par le ministère de l'Intérieur, qui a communiqué et expulsé 5 ou 9, je ne sais plus exactement, mais potentiels terroristes en puissance. Oui, mais vous voyez bien que philosophiquement et politiquement, c'est la question que vous posiez. Politiquement, juridiquement, c'est pour l'instant compliqué. Oui, mais en même temps, ça pose une question de politique générale, c'est-à-dire qu'il faut passer à une politique de prévention et pas une politique de pénalisation. Et pour la prévention, ça veut dire que... Est-ce que se poser cette question, Pierre, c'est ma dernière question parce que le temps file, est-ce que se poser cette question, ça équivaut à se demander si, sur la sécurité et l'immigration, eh bien, la situation ne nous a pas totalement échappé? C'est-à-dire qu'il est toujours possible de rattraper, si vous voulez, la chose. Puisque, évidemment, maintenant, on va se retrouver avec une migration venant d'Ukraine, donc avec des profils complètement différents que de ceux qui étaient un peu le lot nationaliste, si vous voulez. Mais regardez le cas de l'Algérie, c'est quand même extraordinaire. C'est un pays qui a mené une guerre de 8 ans contre la France, qui a une politique qui est continuellement, parce que c'est comme c'est les militaires qui sont restés au pouvoir, le fil conducteur, c'est la dénonciation de la France. Or, c'est le pays que les Algériens veulent, pour lesquels ils veulent obtenir des visas. Donc, quand le président parle de limiter les visas, c'est en Algérie que se fasse la pression, vous voyez. Donc voilà, on est dans cette espèce de schizophrénie, mais enfin, je suppose que tous les nationalismes sont pareils. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Pierre Conesa, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes haut fonctionnaire et essayiste et votre dernier livre, État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme, aux éditions de l'Aube, répond clairement à cette question et malheureusement fait écho à l'actualité que nous vivons en France. Merci beaucoup Pierre d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rubrique, un nouvel épisode de votre magazine Vue d'ailleurs. Très bonne journée sur Téléfinance.